6 juin 1944. Quelque part près de Rouen, France, l'éclat métallique d'un P-50 et un Mustang endommagé descendait à travers une couverture nuageuse déchirée, son moteur Packard Merlin traînant un fin ruban de fumée. Le lieutenant Thomas Fraser du 334e Fighter Squadron, 4e Fighter Group, avait perdu ses repères pendant le chaos au-dessus des plages de Normandie. Son chasseur, portant le code d'escadron QPG et surnommé Jerry, frappa durement la campagne française. Fraser survécut à l'atterrissage forcé et passerait le reste de la guerre comme prisonnier de guerre. Mais son appareil, numéro de série 43, 24825, un modèle P-50 et un B-15 NA, était sur le point d'entreprendre un voyage qui allait profondément ébranler les hypothèses de certains des pilotes d'essai les plus expérimentés de la Luftwaffe. Le Mustang gisait relativement intact dans ce champ français, bientôt récupéré par des équipes de récupération allemandes qui avaient perfectionné l'art systématique de récupérer les avions alliés crachés à travers l'Europe occupée. En quelques semaines, cette machine particulière serait transportée à Rechlin, la principale installation d'essai de la Luftwaffe, située à environ 100 km au nord-ouest de Berlin, dans le Mecklembourg, où elle subirait des réparations en utilisant des composants cannibalisés sur d'autres épaves moins réparables dispersées à travers le territoire contrôlé par les Allemands. L'appareil émergerait portant des marquages allemands, son fuselage arborant le code de la Luftwaffe T9 plus HK, sa queue et ses dessous peints en jaune RLM 04 vif pour une identification facile par les pilotes allemands qui pourraient autrement le confondre avec un avion ennemi pendant les opérations de vol. Le cône d'hélice reçut de la peinture jaune et une bande rouge orna le nez du capot moteur. Conformément aux procédures d'identification standard de la Luftwaffe pour les avions capturés, ce Mustang était destiné à servir dans l'une des unités les plus inhabituelles et spécialisées de la Luftwaffe, le Wanderzirkus Rosarius, où il forcerait les pilotes de chasse allemands à confronter une réalité inconfortable sur la prouesse technique américaine, les capacités industrielles et leur propre situation tactique de plus en plus intenable dans la guerre aérienne qui se détériorait au-dessus de l'Europe. L'histoire de comment les avions ennemis capturés devinrent des instruments de révélation pour la Luftwaffe ne commence pas avec l'atterrissage forcé de Fraser le jour de l'invasion alliée, mais avec la guerre aérienne qui s'intensifie au-dessus de l'Europe et le besoin désespéré de renseignements précis et systématiques sur les capacités des avions alliés qui allaient au-delà des rapports de combat fragmentaires. À la mi-1943, la Luftwaffe faisait face à une crise stratégique qui menaçait de submerger les défenses aériennes allemandes malgré la compétence et le courage considérables des pilotes individuels et le développement continu de conception d'avions avancés. Les formations de bombardiers américains pénétraient plus profondément dans le Reich avec chaque mois qui passait, protégés par des chasseurs dont les véritables capacités restaient partiellement mystérieuses pour les commandants allemands qui devaient prendre des décisions tactiques et stratégiques basées sur des informations incomplètes. Les rapports de renseignement des pilotes de combat fournissaient des comptes rendus fragmentaires de la performance des avions ennemis. Mais ces rapports entraient souvent en conflit les uns avec les autres et reflétaient le chaos et la confusion des combats aériens plutôt qu'une analyse systématique contrôlée dans des conditions constantes. L'Hauptmann Theodor Rosarius, un officier expérimenté de la Luftwaffe, comprenait que les unités de chasse allemandes avaient besoin de plus que des rapports de combat épars et de récits de seconde main pour contrer efficacement la menace alliée. Elles nécessitaient une expérience pratique avec les avions ennemis capturés, des opportunités structurées de piloter ces machines dans des conditions contrôlées et une évaluation systématique pour découvrir leurs forces et leurs vulnérabilités par l'observation et les tests directs. Le concept n'était pas nouveau. Les Alliés et les Allemands avaient testé des avions capturés tout au long de la guerre. Mais Rosarius allait organiser et systématiser l'approche de manière à maximiser sa valeur tactique. En 1943, sur ordre du général der Jagdflieger Adolf Galland, Rosarius forma ce qui deviendrait connu sous le nom de Wanderzirkus Rosarius, officiellement désigné comme le deuxième. Staffel du Versuchskommando Oberbefehlshaber der Luftwaffe, l'unité d'essai et de recherche du haut commandement de la Luftwaffe.
Cette unité spécialisée recevait tous les avions alliés capturés réparables que les équipes de récupération allemandes récupéraient sur les sites de crash à travers l'Europe occupée, de la France à l'Italie, au front de l'Est. La mission de l'unité s'étendait bien au-delà des simples tests statiques dans des installations sécurisées derrière les lignes. Rosarius organisa des démonstrations itinérantes où les avions capturés visiteraient les bases de chasse opérationnelles de la Luftwaffe à travers l'Allemagne et les territoires occupés, permettant aux pilotes de première ligne d'examiner ces machines de près, de les observer, d'effectuer des démonstrations aériennes et, dans des cas soigneusement sélectionnés, de voler en mission de combat simulée contre elles. Le programme adressait un problème fondamental dans l'entraînement des pilotes qui était devenu de plus en plus critique à mesure que la guerre progressait et que l'attrition des pilotes augmentait. Les pilotes de chasse allemands s'entraînaient principalement contre leurs propres avions, apprenant des tactiques optimisées pour combattre des adversaires qui volaient et combattaient comme des Allemands, utilisant des avions similaires avec des caractéristiques de performance comparables et employant des doctrines tactiques qui émergeaient d'un entraînement et de fondements doctrinaux partagés. Cela créait un angle mort dangereux lors des engagements avec les pilotes alliés, dont les avions possédaient des caractéristiques de performance nettement différentes, surtout en ce qui concerne le rayon d'action, la capacité à haute altitude et la vitesse soutenue, et dont l'entraînement mettait l'accent sur des approches tactiques différentes qui tiraient parti de ces avantages spécifiques. L'opération de récupération pour les avions alliés était devenue hautement systématisée d'ici 1944 avec des unités de récupération allemandes spécialisées opérant à travers les territoires occupés sous la direction des Bergungsbataillonen ou bataillons de récupération. Ces équipes travaillaient avec une efficacité remarquable pour sécuriser les sites de crash, évaluer les dommages et transporter les avions réparables vers des installations centralisées de tests et de réparation avant que les forces alliées avançantes ne puissent reprendre la zone. La structure organisationnelle reflétait le souci du détail militaire allemand, même alors que les ressources devenaient plus rares. L'échelle des opérations aériennes alliées au-dessus de l'Europe rendait les captures inévitables par la simple probabilité statistique. Avec des milliers de sorties volées chaque mois par les forces américaines et britanniques, des défaillances mécaniques, des dommages de combat, des erreurs de navigation, l'épuisement du carburant et des incidents liés à la météo résultaient en de nombreux atterrissages forcés sur le territoire contrôlé par les Allemands. Tous ces avions n'étaient pas détruits à l'impact ou rendus irréparables par les dégâts du crash. Certains pilotes, reconnaissant que leur situation était sans espoir, exécutaient des atterrissages forcés contrôlés qui laissaient leurs machines largement intactes, parfois même avec des dommages structurels minimes qui pouvaient être réparés avec les ressources et composants disponibles. Le P-51B-15NA de Fraser tombait dans cette catégorie de captures réparables. L'avion avait subi des dommages pendant les balayages de chasse intenses soutenant les opérations du jour J, forçant un atterrissage d'urgence sur un territoire qui restait sous contrôle allemand malgré l'invasion. Les équipes de récupération allemandes atteignirent le site en quelques heures, suivant les procédures établies pour évaluer les sites de crash. Elles examinèrent soigneusement le Mustang, évaluèrent de l'étendue des dommages et déterminèrent que malgré les dégâts de combat et l'impact du crash, la cellule restait suffisamment intacte pour la réparation et la restauration à un état apte au vol. L'avion fut soigneusement chargé sur un transport spécialisé et envoyé à Rechlin, où des techniciens et ingénieurs expérimentés travaillèrent systématiquement pour le restaurer en état de vol. Le centre d'essai de Rechlin, anciennement connu sous le nom d'Erprobungsstelle Rechlin et situé près du lac Müritz, servait de principale installation de la Luftwaffe pour évaluer les nouvelles conceptions d'avions allemands et mener des tests détaillés des types ennemis capturés. L'installation, qui avait été officiellement désignée comme l'installation d'essai centrale de la Luftwaffe le 26 février 1936, comprenait des ateliers étendus équipés d'outils spécialisés, des champs de tir complets pour divers protocoles d'évaluation et des pistes spécifiquement configurées pour les vols d'évaluation dans des conditions contrôlées.
Les techniciens à Rechlin possédaient une compétence considérable en rétro-ingénierie et réparation d'avions alliés, malgré l'absence de manuels techniques originaux, de spécifications d'usine et de pièces de rechange authentiques fabriquées aux tolérances originales. Le processus de réparation pour le Mustang de Fraser nécessitait une ingéniosité et une débrouillardise substantielles qui parlaient à la fois de la compétence technique allemande et des défis croissants du travail avec des ressources limitées. Les techniciens cannibalisèrent des composants d'autres P-51 crachés récupérés à travers l'Europe, constituant un inventaire de pièces qui pouvaient être appariées et ajustées pour créer un avion apte au vol à partir de plusieurs machines endommagées. Le moteur Packard V1653 Merlin, une version construite sous licence du Rolls-Royce Merlin 63, avec un compresseur à 2 étages et 2 vitesses qui produisait 1490 chevaux à 4200 mètres en utilisant une pression de suralimentation de 61 pouces de mercure, subit une inspection détaillée et les réparations nécessaires en utilisant des pièces de rechange obtenues de multiples sources. Ce moteur représentait une réalisation technologique significative, délivrant substantiellement plus de puissance en altitude que les moteurs à compresseur simple étage grâce à son système de compresseur à 2 étages refroidis sophistiqué. Les mitrailleuses Browning M, 2 de calibre .50 montées 2 par aile dans la configuration P50 et 1B furent retirées et remplacées par des poids de lest pour maintenir une distribution de poids et un centre de gravité approprié, car les règlements allemands interdisaient strictement l'armement des avions capturés utilisés pour les tests et démonstrations. Cette restriction reflétait à la fois des considérations de sécurité et des inquiétudes concernant les avions capturés potentiellement utilisés contre les forces allemandes s'ils retombaient entre les mains alliées par accident ou défection. Les surfaces de contrôle furent soigneusement examinées pour l'intégrité structurelle et le fonctionnement approprié. Les systèmes hydrauliques subirent des tests de pression et une inspection pour les fuites. Les réservoirs de carburant furent soigneusement inspectés pour les dommages, fissures et points de fuite potentiels qui pourraient causer une défaillance catastrophique pendant les opérations de vol. La conception du cockpit Razorback, qui caractérisait le P-51B, fut soigneusement préservée et réparée. Bien que les pilotes allemands noteraient plus tard comment le cockpit encadré restreignait la visibilité vers l'arrière comparé au cockpit en bulle introduit sur la variante P-51D ultérieure. Après des semaines de travail méticuleux par des techniciens qualifiés travaillant avec des ressources limitées et des solutions improvisées, le Mustang fut déclaré prêt pour les vols d'essai initiaux. Les pilotes d'essai allemands abordèrent leur première rencontre avec les chasseurs américains capturés avec une curiosité professionnelle mêlée à un scepticisme considérable né de années de propagande de la Luftwaffe. Les informations officielles avaient constamment dépeint les avions américains comme des machines grossières produites en masse qui privilégiaient la quantité sur la qualité, mettant l'accent sur la facilité et la simplicité de fabrication plutôt que sur l'ingénierie sophistiquée et la performance raffinée. La vision prévalente parmi de nombreux pilotes allemands, renforcée par les communications officielles, soutenait que l'ingénierie américaine se concentrait sur la production de nombres adéquats d'avions acceptables plutôt que de poursuivre l'excellence technique et l'optimisation de la performance qui caractérisaient les meilleures conceptions allemandes. Ces hypothèses confortables commencèrent à se dissoudre rapidement au moment où les pilotes d'essai allemands expérimentés montèrent dans le cockpit du Mustang et expérimentèrent par eux-mêmes ce que les concepteurs et ingénieurs américains avaient réellement accompli grâce à une conception soignée, une ingénierie sophistiquée et une attention méticuleuse aux besoins opérationnels. La disposition du cockpit du P-51B impressionna immédiatement les pilotes allemands familiers des confins exigus des cockpits du Messerschmitt Bf-109 et même des accommodements plus spacieux du Focke-Wulf FW-190. Le cockpit du Mustang démontrait une conception ergonomique réfléchie, avec des commandes logiquement disposées et positionnées à portée facile, réduisant la charge de travail du pilote et permettant la concentration sur la situation tactique plutôt que de lutter avec les systèmes de l'avion.
Les instruments étaient clairement marqués avec des jauges facilement lisibles et regroupés sensiblement par fonction, suivant des principes de facteurs humains qui privilégiaient l'efficacité du pilote. Le siège offrait un confort nettement meilleur que les chasseurs allemands, une considération importante pendant les missions de plusieurs heures où la fatigue du pilote pouvait significativement impacter la performance et la prise de décision. La visibilité, même dans la configuration antérieure Razorback, avec son cockpit encadré, dépassait ce que les pilotes de Bf-109 expérimentaient avec leur cockpit lourdement encadré, leur ligne de vue restreinte et leur visibilité vers l'arrière particulièrement médiocre qui laissait les pilotes allemands vulnérables aux attaques par derrière. Mais la véritable révélation vint quand les pilotes d'essai allemands avancèrent la manette des gaz et sentirent le moteur Packard V1653 Merlin répondre avec une livraison de puissance progressive et régulière. La puissance augmentait régulièrement et de manière prévisible alors que le Mustang accélérait sur la piste de Rechlin, l'hélice quadripale Hamilton Standard mordant efficacement dans l'air. La course au décollage était sensiblement plus courte qu'attendue pour un avion du poids et de la taille du P-51. Un témoignage clair de la puissance de sortie substantielle du moteur et de la conception aérodynamique efficace de la cellule, qui minimisait la traînée à travers toute la plage de vitesse. Une fois en l'air, le Mustang démontra des caractéristiques de maniement qui remettaient fondamentalement en cause tout ce que les pilotes allemands pensaient à comprendre de la philosophie de conception américaine et des capacités techniques. Les commandes de vol étaient magnifiquement harmonisées avec les forces des ailerons, de l'élévateur et du gouvernail parfaitement équilibrés à travers toute la plage de vitesse, des vitesses d'approche à la vitesse maximale. Les forces de commande augmentaient de manière prévisible avec la vitesse, fournissant un bon retour sans devenir excessivement lourdes et diminuaient régulièrement aux vitesses plus basses sans devenir trop sensibles ou nerveuses. Le Mustang répondait de manière vive et prévisible aux entrées de commande sans afficher la sensibilité excessive ou les caractéristiques de maniement nerveux qui affligeaient certains chasseurs. Le taux de roulis dépassait celui du Bf-109 de manière significative et approchait la performance de roulis exceptionnelle du FWS 90, permettant des changements rapides de direction de vol qui étaient critiques pour le maniement offensif et défensif en combat. L'avion pouvait être lancé agressivement dans diverses manœuvres sans afficher aucune tendance troublante vers le départ de vol contrôlé, l'entrée en vrille ou d'autres caractéristiques dangereuses qui pourraient s'avérer fatales dans des situations de combat. Les pilotes d'essai allemands évaluèrent systématiquement l'enveloppe de performance du Mustang à travers des vols d'essai soigneusement planifiés, poussant l'avion à travers des manœuvres standardisées spécifiquement conçues pour révéler ses forces, limitations et toutes caractéristiques dangereuses cachées. La performance de montée les impressionna considérablement et généra une inquiétude significative concernant les implications tactiques. Le P-51B pouvait maintenir d'excellents taux de montée jusqu'à des altitudes dépassant largement 9100 mètres, où le moteur Merlin à compresseur à 2 étages continuait à produire une puissance substantielle, même alors que l'air progressivement plus raréfié en altitude dégradait sévèrement la performance dans les chasseurs allemands équipés de compresseurs simple étage. La performance à haute altitude inquiéta particulièrement les pilotes et planificateurs tactiques allemands parce que les formations de bombardiers américains opérait typiquement entre 7600 et 9100 mètres, où l'air était mince et froid, mais le tir défensif des bombardiers restait efficace contre les chasseurs qui devaient ralentir pour attaquer. Les chasseurs allemands équipés de compresseurs simple étage luttaient de plus en plus pour intercepter efficacement à ces altitudes, leur moteur haletant pour suffisamment d'air, tandis que le Merlin sophistiqué à 2 étages du Mustang continuait à délivrer une puissance robuste et fiable. La révélation s'avéra sobre pour les pilotes et commandants qui comprenaient les implications. Le Mustang pouvait non seulement escorter les bombardiers à ces altitudes, mais pouvait y combattre efficacement, maintenant l'avantage de vitesse et la maniabilité, tandis que les intercepteurs allemands peinaient avec une puissance réduite, des vitesses plus lentes et un maniement dégradé, alors que leurs moteurs luttaient contre l'atmosphère raréfiée.
Les essais de vitesse menés dans des conditions contrôlées à diverses altitudes confirmèrent la claire supériorité du Mustang dans cette catégorie de performance critique. Le P51B pouvait atteindre approximativement 708 km/h à l'altitude optimale avec le moteur fonctionnant à des réglages de puissance militaire. Significativement plus rapide que les approximativement 621 km/h du Messerschmitt Bf 109G et les approximativement 646 km/h du Focke-Wulf FW 190 à mesurer dans des conditions comparables. Cet avantage de vitesse substantielle s'avéra tactiquement décisif en combat parce qu'il permettait fondamentalement aux pilotes de Mustang de dicter les termes de l'engagement selon leur avantage. Les pilotes américains pouvaient choisir quand engager, poursuivant les chasseurs allemands en fuite quand la situation tactique favorisait l'attaque. Tout aussi important, ils pouvaient choisir de rompre le combat de rencontres défavorables, accélérant loin des chasseurs allemands qui manquèrent de vitesse suffisante pour poursuivre ou forcer un combat continu. Les pilotes allemands découvrirent qu'ils ne pouvaient pas forcer le combat sur un Mustang dont le pilote reconnaissait une situation défavorable et choisissait d'éviter l'engagement, sapant fondamentalement la flexibilité tactique allemande. La conception de l'aile du P51, basée sur des profils aérodynamiques NACA à écoulement laminaire, donnait au Mustang son apparence distinctive et offrait une efficacité aérodynamique exceptionnelle, bien que les ingénieurs allemands notèrent que l'obtention d'un véritable écoulement laminaire dans des conditions opérationnelles restait insaisissable en raison des tolérances de fabrication, des imperfections de surface, des rivets, de la peinture et de l'usure opérationnelle. Néanmoins, l'aile du P51 générait une portance substantielle avec une traînée minimale comparée au profil conventionnel, contribuant significativement à l'extraordinaire rayon d'action et à l'efficacité énergétique de l'avion. Cette conception d'aile maintenait son efficacité à travers une plage de vitesse remarquablement large, depuis la maniabilité à vitesse relativement basse pendant les approches d'atterrissage jusqu'à la performance à haute vitesse pendant le maniement de combat, fournissant des caractéristiques de maniement constantes et prévisibles qui réduisaient la charge de travail du pilote et amélioraient l'efficacité au combat. La performance en piqué révéla encore un autre domaine où le Mustang démontrait une claire supériorité sur les chasseurs allemands. L'avion pouvait piquer à très haute vitesse sans rencontrer le raidissement sévère des commandes et la réduction d'efficacité de contrôle qui affligeait de nombreux chasseurs en approchant ou dépassant leur vitesse maximale de conception. Les pilotes pouvaient sortir de piquets raides à haute vitesse sans nécessiter d'efforts physiques excessifs ou lutter contre des commandes bloquées et la cellule restait stable à travers toute la manœuvre sans tendance au flottement, à la turbulence ou à la défaillance structurelle. Les pilotes d'essai allemands notèrent cette capacité avec un intérêt et une inquiétude particuliers parce que les attaques en piqué représentaient une doctrine tactique primaire allemande pour engager les formations de bombardiers et les chasseurs d'escorte, attaquant depuis l'altitude pour prendre de la vitesse et de l'énergie avant de remonter. La capacité du Mustang à suivre les chasseurs allemands à travers les piquets à haute vitesse et à maintenir une pleine autorité de contrôle à travers toute la manœuvre éliminait un avantage tactique clé allemand. La performance en virage présentait une image plus complexe et nuancée qui nécessitait une analyse soigneuse. Le Mustang ne pouvait pas égaler le taux de virage soutenu du Bf 109 en vol horizontal à vitesse modérée, particulièrement parce que le Bf 109 bénéficiait de becs de bord d'attaque qui se déployaient automatiquement pendant les manœuvres à angle d'attaque élevé et retardèrent le décrochage de l'aile pendant les virages serrés. Dans les combats tournoyants soutenus à basse vitesse à altitude moyenne, le Bf 109 plus léger et plus compact détenait un avantage mesurable en rayon de virage et taux de virage. Cependant, les pilotes allemands découvrirent à travers les tests systématiques et les combats simulés que la supériorité claire du Mustang en vitesse et taux de montée permettait aux pilotes qualifiés d'éviter complètement les engagements tournoyants soutenus et de combattre plutôt en utilisant des tactiques d'énergie. Le Mustang excellait à convertir la vitesse en altitude et l'altitude en vitesse efficacement, permettant aux pilotes de maintenir l'état énergétique pendant tout le maniement de combat.
Cette capacité permettait aux pilotes de Mustang d'engager quand c'était avantageux et de rompre le combat quand menacé, forçant le combat à leur terme plutôt que d'accepter la géométrie de combat préférée de l'ennemi. La résistance structurelle et la construction robuste du Mustang impressionnèrent les ingénieurs allemands qui examinèrent la cellule en détail systématique à la fois à Reuchlin et à Göttingen, où des évaluations techniques plus détaillées avaient lieu. L'avion était substantiellement construit avec des marges de sécurité significatives intégrées dans les composants structurels critiques à travers la cellule. Cette philosophie de construction robuste contrastait nettement avec les approches de conception allemandes qui poussaient souvent les limites structurelles à des minimums absolus dans la poursuite de la réduction de poids et de la performance maximale. Le P-51 pouvait subir des dégâts de combat significatifs qui auraient détruit des avions allemands plus légers et retourné encore avec succès à la base, une capacité qui se traduisait directement en taux de survie des pilotes et en disponibilité de l'avion pour les missions suivantes. La philosophie d'ingénierie américaine mettait clairement l'accent sur la survie et la maintenabilité, acceptant un poids à vide quelque peu plus élevé en échange d'une durabilité qui gardait les avions et les pilotes en combat plus longtemps. Les capacités de rayon d'action stupéfièrent les pilotes allemands habitués à l'endurance sévèrement limitée de leurs propres chasseurs, qui dépassaient rarement 90 minutes de temps de vol total, combat inclus. Le P-51B transportait substantiellement plus de carburant interne que le Bf-109 ou le FW-190, et la conception d'ailes aérodynamiquement efficaces traduisait cette capacité de carburant en un rayon d'action véritablement extraordinaire qui semblait presque incroyable aux pilotes allemands. Avec des réservoirs largables externes attachés sous les ailes, le Mustang pouvait voler en mission dépassant 8 heures de durée, couvrant des distances opérationnelles qui semblaient presque impossibles aux pilotes allemands, dont le rayon de combat dépassait à peine 320 km dans des conditions optimales. Cet avantage de portée massif transformait fondamentalement les opérations d'escorte de bombardiers de manière qui s'avérèrent stratégiquement décisives. Tôt dans la guerre, les chasseurs allemands pouvaient simplement attendre que les escortes alliées à plus courte portée atteignent leurs limites de carburant et fassent demi-tour vers leur base, puis attaquer les bombardiers non protégés pendant les portions les plus dangereuses de leur mission profondément en territoire allemand. Le Mustang élimina complètement cette fenêtre tactique. Les escortes américaines pouvaient maintenant accompagner les bombardiers à travers des missions entières profondément en Allemagne et retour en Angleterre, empêchant les chasseurs allemands de jamais trouver des cibles véritablement vulnérables. Les implications stratégiques étaient profondes et profondément inquiétantes pour les commandants de la Luftwaffe qui comprenaient que les chasseurs allemands devaient maintenant combattre à travers les escortes pour atteindre les bombardiers, augmentant dramatiquement le risque que les pilotes allemands affrontaient à chaque sortie d'interception. Les pilotes allemands qui volèrent sur des Mustangs capturés à la fois en vol d'essai et en combat simulé rapportèrent constamment être profondément impressionnés par les caractéristiques de maniement harmonisé de l'avion et sa facilité d'opération globale. Les commandes de vol ne nécessitaient ni force physique excessive, ni toucher excessivement délicat, trouvant un équilibre idéal qui permettait aux pilotes de voler agressivement et précisément sans crainte de surcontrôler l'avion ou de perdre accidentellement le contrôle pendant un maniement violent. Cette facilité de maniement indulgent signifiait que les pilotes moyens pouvaient extraire une bonne performance du Mustang dans la plupart des conditions, tandis que les pilotes exceptionnels pouvaient atteindre des résultats remarquables en exploitant pleinement les capacités de l'avion. L'accessibilité de la maintenance surprit les équipes au sol allemandes familières, avec les exigences de service parfois extraordinairement difficiles des Bf-109 et FW-190, particulièrement quand elles travaillaient dans des conditions de terrain avec un équipement limité. Le capot moteur du Mustang s'ouvrait en sections multiples qui fournissaient un excellent accès au moteur Merlin et ses accessoires, systèmes de carburant, composants hydrauliques et systèmes électriques. Des panneaux à travers la cellule pouvaient être rapidement retirés pour atteindre les systèmes internes pour inspection, ajustement ou réparation.
La conception globale reflétait clairement l'accent américain sur un cycle de maintenance rapide et une disponibilité opérationnelle élevée, reconnaissant que les avions au sol attendant des réparations ne contribuaient rien à l'efficacité au combat, indépendamment de leur capacité de performance théorique. Le Vanderzirkus Rosarius prit le Mustang capturé et réparé codé T9 plus HK en tournée extensive vers les bases de chasse opérationnelles de la Luftwaffe à travers l'Allemagne durant la fin de 1944, visitant de nombreux endroits où les unités de chasse de première ligne étaient basées. À chaque arrêt, l'unité établissait des opérations temporaires et mettait en place des démonstrations complètes, montrant aux pilotes allemands exactement ce que les avions alliés pouvaient faire en vol et leur enseignant des tactiques spécifiques conçues pour contrer les forces alliées tout en identifiant et exploitant toutes les faiblesses qui pouvaient être trouvées. Les démonstrations commençaient typiquement avec les avions capturés roulant devant les pilotes et le personnel au sol allemand assemblé, créant des scènes surréalistes alors que des avions ennemis portant des marquages allemands et de la peinture d'identification jaune vif se déplaçaient parmi les chasseurs allemands. Voir ces avions de près avait un impact psychologique substantiel, rendant l'ennemi tangible et réel plutôt qu'abstrait. Puis, venaient les démonstrations de vol où des pilotes d'essai allemands expérimentés piloteraient les avions capturés à travers des routines acrobatiques soigneusement chorégraphiées et des manœuvres tactiques, démontrant des capacités de performance spécifiques de manière bien plus efficace que des rapports écrits ou des briefings verbaux ne pourraient jamais l'être. Pour les démonstrations du Mustang, les pilotes d'essai effectuaient des passages à haute vitesse à basse altitude pour montrer dramatiquement l'avantage de vitesse significative de l'avion sur les types allemands. Ils exécutaient des manœuvres de montée jusqu'à des altitudes dépassant 9100 mètres pour afficher la remarquable performance de montée et la capacité à haute altitude permise par le moteur à compresseur à 2 étages. Il démontrait l'excellent taux de roulis du P-51 à travers une série de roulis nets qui montraient à quelle vitesse l'avion pouvait changer de direction. Des combats de chiens simulés contre des chasseurs allemands illustraient à la fois les forces du Mustang et les circonstances limitées dans lesquelles les chasseurs allemands conservaient des avantages. Après que l'affichage en vol concluait, les pilotes et le personnel au sol pouvaient approcher l'avion au sol, l'examiner de près, inspecter la disposition du cockpit et le tableau de bord, et poser des questions détaillées aux pilotes d'essai qui avaient une expérience extensive de pilotage de la machine capturée. Ces sessions éducatives pratiques se révélèrent inestimables pour démystifier les avions ennemis et fournir une compréhension concrète et tangible de ce que les pilotes allemands affrontaient dans les opérations de combat réelles. La composante la plus précieuse et impactante de ces visites de base impliquait des sessions de combat simulées où les chasseurs alliés capturés engageraient des chasseurs allemands dans un combat simulé soigneusement contrôlé sous observation. Des pilotes allemands expérimentés sélectionnés voleraient sur leurs propres avions opérationnels contre les types capturés, expérimentant par eux-mêmes comment les chasseurs alliés se maniaient dans des situations de combat dynamiques et apprenant ce qui fonctionnait et ce qui s'avérait inefficace contre des avions alliés spécifiques. Une telle démonstration eut lieu sur un aérodrome hébergeant le Jagdgeschwader 1 durant la fin de 1944, alors que les opérations de bombardiers alliés s'intensifiaient et que les pertes allemandes augmentaient. Le commandant de base avait arrangé pour plusieurs de ses pilotes les plus expérimentés de voler en engagement simulé contre le Mustang, capturés pour acquérir une connaissance pratique qu'ils pourraient transmettre à leurs camarades d'escadron. Le pilote d'essai allemand pilotant le P-51 démontra des tactiques que les pilotes américains employaient typiquement en combat réel, utilisant les avantages clairs du Mustang en vitesse et performance de montée pour maintenir l'énergie pendant tout l'engagement, tout en évitant des situations où la performance de virage inférieure du Mustang devenait un désavantage significatif. Les pilotes allemands pilotant des Messerschmitt Bf-109G et Focke-Wulf FW-190 tentèrent d'engager le Mustang en utilisant des tactiques standards de la Luftwaffe qui s'étaient avérées efficaces contre des chasseurs alliés antérieurs. Ils découvrirent rapidement l'extrême difficulté d'engager avec succès un Mustang dont le pilote comprenait et utilisait correctement les techniques de gestion d'énergie et les avantages de performance de l'avion.
Quand les pilotes allemands poursuivaient agressivement, le Mustang accélérait simplement, ouvrant la distance plus vite que les chasseurs allemands poursuivants ne pouvaient la combler. Quand les pilotes allemands tentèrent de monter pour gagner une position avantageuse au-dessus du Mustang pour une attaque en piqué, le P-51 les surpassait en montée, atteignant une altitude supérieure en premier et inversant la situation tactique. Quand les pilotes allemands essayaient de forcer un combat tournoyant soutenu où la performance de virage supérieure du Bf-109 aurait dû fournir un avantage, le pilote du Mustang refusait l'engagement en s'éloignant en utilisant la vitesse supérieure, puis revenait dans l'engagement avec un avantage énergétique renouvelé quand les conditions favorisèrent l'attaque. Les sessions de combat simulées s'avérèrent sobres pour les pilotes allemands qui avaient cru ou espéré que leurs avions et tactiques établis restaient raisonnablement compétitifs avec les chasseurs alliés malgré la situation stratégique qui se détériorait. Observer et expérimenter directement les capacités de performance du Mustang dans le maniement de combats dynamiques démontrait clairement que les pilotes américains pilotant des P-51 possédaient des avantages tactiques significatifs et fondamentaux, particulièrement aux hautes altitudes où le combat d'escorte de bombardiers se produisait typiquement. Ce schéma de révélation et de réalisation progressive se répéta à travers de nombreuses bases de la Luftwaffe où le Wanderzirkus Rosarius conduisit des démonstrations durant la fin de 1944 et jusqu'en 1945. Les pilotes allemands recevaient des assurances officielles sur la supériorité continue ou au moins la parité compétitive de leurs avions pendant les briefings pré-démonstration, puis expérimentaient des combats et démonstrations de vol réels qui contredisaient directement ces évaluations optimistes. Les démonstrations d'avions capturés fournissaient des preuves concrètes et indéniables que les chasseurs allemands faisaient face à des adversaires formidables dont les capacités excédaient significativement ce que la propagande et les communications officielles suggéraient. Walter Dahl, qui commanda des unités de chasse pendant 1944, écrivit plus tard sur les visites du Wanderzirkus Rosarius à ses bases dans ses mémoires, bien que les historiens notent que ces comptes doivent être traités avec prudence en raison de problèmes de fiabilité documentés à travers ses écrits. Il décrivit comment les chasseurs américains capturés arrivaient avec des bombardiers lourds capturés, créant des scènes inhabituelles et quelque peu surréalistes où des avions ennemis se garaient pacifiquement à côté de machines allemandes, tandis que les pilotes les examinaient de près. Les chefs de formation recevaient des opportunités de voler sur des avions capturés en combat simulé contrôlé, leur permettant de comprendre les caractéristiques des avions alliés par l'expérience personnelle directe, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des rapports de seconde main et des briefings officiels. Dahl souligna la valeur substantielle de cet entraînement, notant que la familiarité avec les capacités des avions ennemis représentait un facteur à ne pas sous-estimer dans le combat aérien où des décisions en une fraction de seconde déterminaient souvent la survie. Suite à ces sessions de démonstration, les chefs de vol conduisaient des conférences d'entraînement détaillées avec les membres de leur escadron, transmettant des recommandations spécifiques et des idées tactiques basées sur leurs observations personnelles et leur expérience directe de pilotage d'avions alliés capturés. Ce transfert de connaissances systématiques aidait à préparer les pilotes allemands pour les rencontres de combat avec une compréhension plus réaliste à la fois des forces alliées et des circonstances de plus en plus limitées dans lesquelles les chasseurs allemands conservaient des avantages exploitables. Le programme atteignit des résultats décidément mitigés d'ici la fin de 1944, alors que la situation stratégique de l'Allemagne se détériorait sur tous les fronts. Bien que les démonstrations fournissaient sans aucun doute des renseignements tactiques précieux et amélioraient la compréhension des pilotes allemands des capacités des avions alliés, cette connaissance ne pouvait pas surmonter les désavantages fondamentaux et croissants que les forces allemandes affrontaient. La Luftwaffe souffrait de pénuries chroniques et aggravantes de carburant qui limitaient sévèrement les heures de vol d'entraînement pour les nouveaux pilotes, résultant en des pilotes insuffisamment préparés, envoyés au combat avec une expérience minimale. Les pilotes expérimentés qui comprenaient à travers l'expérience de combats difficiles comment combattre efficacement contre des avions comme le P-51 étaient de plus en plus rares, perdus à l'attrition implacable pendant le combat aérien brutal de 1944 qui vit les pertes de pilotes de chasse allemands
atteindre des niveaux insoutenables. La production d'avions, bien que restant étonnamment haute, malgré les bombardements stratégiques alliés intensifs de l'industrie allemande, ne pouvait pas remplacer les pertes assez rapidement pour maintenir la force. Plus critique encore, les révélations d'entraînement des avions capturés servaient souvent principalement à démoraliser plutôt qu'à inspirer, alors que les pilotes réalisaient l'étendue complète de leurs désavantages. Les pilotes allemands reconnaissaient, avec une clarté croissante, qu'ils volaient sur des avions inférieurs, ou au minimum des avions inférieurs dans les catégories de performance les plus critiques pour les missions qui leur étaient assignées. L'avantage de vitesse du P-51, son extraordinaire rayon d'action et sa performance supérieure à haute altitude ne pouvaient être égalés par aucun chasseur allemand disponible en service opérationnel. Les renseignements techniques rassemblés à partir des Mustangs capturés s'étendaient bien au-delà des simples essais en vol et évaluations de combat. Les ingénieurs allemands, à la fois à Rechlin et à Göttingen, démontaient systématiquement les composants du P-51 pour comprendre les techniques de fabrication américaines, les sélections de matériaux et les approches de conception détaillées. Ils examinaient la structure d'aile et les sections de profil en détail méticuleux, étudiant les méthodes de construction et tentant de comprendre précisément comment les concepteurs américains avaient atteint une performance si efficace aérodynamiquement. Ils analysaient le moteur Packard V1653 Merlin avec grand intérêt, notant son système de compresseur sophistiqué à 2 étages avec refroidisseur intermédiaire qui permettait une performance si impressionnante à haute altitude. Le système de carburant reçut une attention soigneuse alors que les ingénieurs tentèrent de comprendre comment les concepteurs américains avaient atteint un rayon d'action si remarquable. Les systèmes hydrauliques étaient évalués pour leur fiabilité et leur facilité relative de maintenance comparée aux systèmes allemands. Les ingénieurs allemands notèrent à plusieurs reprises la qualité constamment élevée des matériaux utilisés à travers l'avion. L'accès américain à des matériaux stratégiques comme des alliages d'aluminium de haute qualité, des aciers spécialisés et des composés de caoutchouc fiables permettaient aux concepteurs de créer des structures qui combinaient efficacement la force avec un poids acceptable tout en maintenant l'efficacité de production. L'Allemagne affrontait des pénuries de matériaux de plus en plus sévères d'ici 1944, forçant l'utilisation de matériaux de substitution qui s'avéraient souvent inférieurs en force, durabilité ou caractéristiques de fabrication. L'investigation des Mustangs capturés révéla des techniques de fabrication sophistiquées qui permettaient une véritable production de masse sans compromettre significativement les normes de qualité. Les usines américaines produisaient des P-51 en utilisant des méthodes de chaîne de montage hautement développées qui maintenaient des tolérances remarquablement serrées et une qualité constante à travers des milliers d'avions individuels. La production allemande était devenue de plus en plus dépendante d'une fabrication dispersée dans des installations plus petites, éparpillées à travers le pays, pour éviter les bombardements concentrés, utilisant parfois une main-d'œuvre forcée insuffisamment entraînée, résultant en une qualité inconstante, une efficacité de production réduite et des problèmes de maintenance croissants avec les avions opérationnels. Le Mustang capturé désigné T9 plus HK servit avec le Wanderzirkus Rosarius jusqu'au 10 décembre 1944, quand l'avion et son pilote Oberleutnant Leopold Poldi, Hans, furent perdus. Les archives historiques ne spécifient pas définitivement si l'avion s'écrasa pendant un vol de démonstration, fut détruit au sol pendant un raid aérien allié contre l'aérodrome où il était stationné, ou succomba à d'autres circonstances de guerre. À ce point de sa seconde vie opérationnelle, l'avion avait voyagé extensivement à travers l'Allemagne, visitant de nombreuses bases de la Luftwaffe et fournissant une éducation pratique directe à des centaines de pilotes allemands qui acquirent une connaissance inestimable de première main des capacités des avions américains. D'autres Mustangs capturés servirent des rôles d'évaluation et de démonstration similaires pour la Luftwaffe. Les archives allemandes et la recherche d'après-guerre indiquent qu'au moins 2 P-51 opérèrent définitivement avec le Wanderzirkus Rosarius à divers moments pendant 1944 et début 1945, portant les codes de la Luftwaffe T9 plus CK et T9 plus HK.
Les sources historiques listent parfois incorrectement T9 plus FK et T9 plus PK comme des P51 supplémentaires opérés par l'unité. Mais une recherche soigneuse révèle que T9 plus FK était en réalité un P-47D Thunderbolt capturé, pas un Mustang, tandis que T9 plus PK était un chasseur soviétique, Lavochkin, la 5FN, capturé. La désignation de code T9 n'était pas officiellement assignée à aucune formation opérationnelle existante de la Luftwaffe dans les archives organisationnelles allemandes, suggérant fortement qu'elle représentait un code ad hoc utilisé spécifiquement pour les opérations d'avions capturés du Wanderzirkus Rosarius plutôt que de suivre la structure organisationnelle standard de la Luftwaffe. La documentation indique qu'un P-51B capturé fut utilisé sur l'aérodrome de Neuruppin, situé approximativement 60 km au nord-ouest de Berlin, pour entraîner des pilotes de chasse hongrois sur des tactiques efficaces pour utiliser leur Focke-Wulf FW-190 contre les Mustangs américains. Ce transfert de connaissances tactiques vers les alliés allemands reflétait la reconnaissance que le Mustang représentait une menace significative et croissante, nécessitant des contre-tactiques spécialisées qui devaient être disséminées largement. L'entraînement mettait l'accent sur l'identification et l'exploitation des domaines limités où les chasseurs allemands et hongrois conservèrent des avantages, comme la performance de virages soutenus à vitesse et altitude plus basse, tout en évitant soigneusement les situations qui jouaient directement aux forces écrasantes des Mustangs en vitesse, taux de montée et performance à haute altitude. Les implications plus larges des pilotes allemands expérimentant directement et comprenant soigneusement les chasseurs américains supérieurs s'étendaient bien au-delà des considérations tactiques immédiates. Le Mustang représentait une preuve tangible et indéniable que les capacités industrielles et techniques américaines égalaient ou dépassaient les réalisations allemandes dans des domaines critiques, contredisant des années de propagande sur l'infériorité technique et industrielle américaine. Cette réalisation inconfortable défiait des hypothèses fondamentales sur les capacités nationales relatives et contribuait significativement au déclin du moral parmi les pilotes allemands qui comprenaient de plus en plus qu'ils combattaient à un désavantage sévère et croissant qu'aucune quantité de compétences, de courage ou d'astuces tactiques ne pouvait pleinement surmonter. Les capacités de rayon d'action des Mustangs inquiétèrent particulièrement les commandants allemands parce qu'ils reconnaissaient clairement les implications stratégiques décisives. La guerre des bombardiers sur l'Allemagne, qui avait semblé potentiellement maîtrisable quand les escortes alliées possédaient une portée limitée et devaient faire demi-tour avant d'atteindre des cibles profondes, devint effectivement impossible à arrêter une fois que les Mustangs pouvaient leur fournir une couverture d'escorte continue à travers des missions entières. Les chasseurs allemands ne pouvaient plus attendre que les escortes atteignent leurs limites de carburant et fassent demi-tour avant d'attaquer les bombardiers. Chaque mission de bombardement présentait maintenant une escorte de chasseurs à travers toute la mission, augmentant dramatiquement le risque que les pilotes allemands affrontaient en tentant des interceptions et les forçant à combattre à travers des écrans de chasseurs alliés supérieurs pour atteindre les formations de bombardiers. Les nombres de production racontaient une histoire dévastatrice sur la capacité industrielle relative. D'ici la fin de 1944, les usines américaines produisaient approximativement 500 P-51 par mois, et ce chiffre grimperait encore plus haut, atteignant 881 avions par mois en janvier 1945, à la production de pointe. Cette production dépassait plus du double du taux de production combiné de tous les types de chasseurs monomoteurs allemands, y compris les Bf-109, FW-190 et types plus récents. De plus, ces Mustangs étaient équipés de moteurs fiables construits selon des normes de qualité constantes, d'instruments sophistiqués et précis, et d'équipements radio qui fonctionnaient réellement de manière constante et fiable, contrairement à l'équipement souvent peu fiable et mal fabriqué dans les chasseurs allemands de fin de guerre. Les pilotes américains volèrent sur des avions qui avaient été correctement entretenus par des équipes au sol bien entraînées, avec des fournitures adéquates de pièces de rechange authentiques, des outils appropriés et des manuels techniques.
tandis que les forces allemandes luttaient avec des défis de maintenance de plus en plus sévères, créés par des pénuries de pièces, des matériaux de substitution, du personnel sous-entraîné ou forcé et des installations de maintenance dispersées. La qualité et le caractère complet de l'entraînement des pilotes américains devinrent également de plus en plus apparents à travers les rencontres de combat analysées par les pilotes allemands survivants. Les pilotes américains arrivaient typiquement dans les unités opérationnelles avec 200 à 400 heures de temps de vol d'entraînement total, incluant des instructions extensives en tactique de combat avancée, vol aux instruments dans diverses conditions météorologiques et procédures de formation. L'entraînement des pilotes allemands avait été dramatiquement et dangereusement raccourci d'ici la fin de 1944 en raison de sévères pénuries de carburant et de la perte d'installations d'entraînement et d'instructeurs expérimentés. Les nouveaux pilotes arrivaient parfois dans les unités de première ligne avec à peine 100 heures de vol total, un entraînement au combat minimal et souvent aucun entraînement aux instruments, les laissant dangereusement non préparés pour la réalité des opérations de combat. Ces pilotes insuffisamment entraînés faisaient face à des pilotes américains vétérans pilotant des avions objectivement supérieurs, une combinaison qui produisait des résultats sombrement prévisibles, reflétés dans les statistiques de pertes allemandes. Les taux de pertes allemands parmi les pilotes de chasse augmentèrent dramatiquement et de manière insoutenable pendant 1944 et début 1945. Les pilotes expérimentés qui comprenaient à travers l'expérience de combats difficiles comment maximiser les forces restantes de leur avion tout en minimisant l'exposition aux avantages ennemis étaient tués ou sérieusement blessés plus vite que les pilotes de remplacement ne pouvaient être entraînés même sous les programmes d'entraînement compressés et inadéquats. Les nouveaux pilotes, avec un entraînement minimal, survivaient seulement à une poignée de missions en moyenne avant d'être abattus, s'éjectant s'ils étaient chanceux, mourant s'ils ne l'étaient pas. La Luftwaffe perdait son atout le plus précieux et irremplaçable, des pilotes qualifiés et expérimentés avec la connaissance et le jugement nécessaires pour la survie et l'efficacité à des taux qui ne pouvaient possiblement être soutenus. Les démonstrations du Wanderzirkus Rosarius révélèrent ces dures réalités directement aux pilotes allemands avant qu'ils ne les rencontrent en combat réel où les enjeux étaient la vie et la mort. Bien que cette préparation avancée améliorait théoriquement leurs chances de survie en fournissant une compréhension réaliste de ce qu'ils affronteraient, elle rendait simultanément douloureusement claire la situation qui se détériorait que les forces allemandes affrontaient à travers toutes les dimensions de la guerre aérienne. Les pilotes qui volaient sur le Mustang capturé ou observaient les vols de démonstration comprenaient avec une clarté inconfortable qu'ils affronteraient des adversaires avec des avantages de performance significatifs et fondamentaux dans les domaines spécifiques qui importèrent le plus: vitesse, rayon d'action, capacité à haute altitude et nombres globaux. Cette connaissance, bien que possédant une certaine valeur tactique, contribua substantiellement à la pression psychologique sévère que les pilotes allemands expérimentèrent pendant la fin de 1944 et début 1945, alors que la réalité stratégique devenait impossible à ignorer. Certains pilotes d'essai allemands qui volèrent extensivement sur des P-51, capturés à travers de multiples vols d'essai et engagements de combat simulés, développèrent un respect professionnel contraint pour la prouesse technique américaine et la philosophie de conception malgré leur position en tant qu'ennemis. Ils reconnurent à travers l'expérience directe que le Mustang représentait une conception cohérente et bien intégrée qui priorisait intelligemment les caractéristiques les plus précieuses pour sa mission stratégique prévue d'escorte de bombardiers à longue portée. L'avion sacrifiait délibérément certaines caractéristiques, comme la performance de virage soutenu, qui aurait pu être optimisée pour le combat tournoyant pur en faveur de la vitesse, du rayon d'action extraordinaire et de la performance à haute altitude, qui lui permettait d'escorter des bombardiers profondément en Allemagne et de combattre efficacement à travers toute la mission. Cela représentait un jugement technique sain qui sélectionnait des compromis de conception appropriés pour atteindre des objectifs de mission clairement définis, plutôt que de poursuivre des maximums de performances théoriques qui ne servaient pas les exigences opérationnelles réelles.
La facilité de production du Mustang impressionna également les ingénieurs allemands qui comprenaient les défis de fabrication intimement à travers leurs propres expériences. La conception de l'avion facilitait une véritable production de masse à travers une construction modulaire qui permettait une fabrication parallèle, des composants standardisés qui réduisaient la complexité et les exigences d'entraînement, et des caractéristiques de conception qui simplifiaient délibérément les opérations d'assemblage. Les usines américaines pouvaient produire des Mustangs en grand nombre tout en maintenant une qualité constamment élevée parce que la conception fondamentale elle-même accommodait les exigences de production depuis le début. Plutôt que de traiter la fabrication comme une réflexion après coup, les conceptions d'avions allemandes priorisaient souvent la performance absolue sur la fabricabilité, résultant en des avions difficiles et prenant du temps à produire même dans des conditions optimales, encore moins dans les circonstances qui se détérioraient de l'Allemagne de fin de guerre. Le moteur Packard FIM 1653 Merlin, qui propulsait le P-50 et un B de Fraser et d'autres Mustangs de production antérieure, représentait un autre domaine critique où les capacités américaines excédaient les réalisations allemandes. La Packard Company fabriqua avec succès des moteurs Rolls-Royce Merlin sous licence aux États-Unis, produisant des milliers de moteurs avec une qualité remarquablement constante malgré la complexité de la conception. Le compresseur sophistiqué à 2 étages, avec refroidisseur intermédiaire, permettait une performance excellente et soutenue à haute altitude que les moteurs en ligne allemands ne pouvaient égaler. Alors que le moteur se révélait fiable et relativement maintenable dans des conditions de terrain, les moteurs en ligne allemands comme le Daimler-Benz DB605 souffraient de problèmes de qualité croissants pendant 1944, alors que des pénuries de matériaux sévères forçaient l'utilisation de matériaux de substitution et la dispersion de la production pour éviter les bombardements réduisaient significativement l'efficacité du contrôle de qualité. L'impact psychologique sur les pilotes allemands qui comprenaient soigneusement à travers l'expérience directe l'écart de performance qu'ils affrontaient ne peut être surestimé ou rejeté comme de simples problèmes de morale. Ces hommes étaient entrés dans la guerre confiants dans leur entraînement supérieur, les capacités de leurs avions et l'efficacité de leur doctrine tactique. D'ici la fin de 1944, une expérience de combat extensive et une exposition directe aux avions alliés capturés à travers des programmes comme le Vanderzirkus Rosarius avaient systématiquement érodé cette confiance. Ils reconnaissaient avec une clarté douloureuse qu'ils combattaient des adversaires qui possédaient des avantages décisifs en performance d'avion, une supériorité numérique écrasante, un meilleur soutien logistique, un entraînement plus complet et des renseignements supérieurs. Voler en mission de combat dans ces conditions exigeait un courage extraordinaire qui frôlait le fatalisme et l'acceptation de la mort ou de blessures sévères probables. Les contes d'anciens pilotes de la Luftwaffe et les interviews d'après-guerre de cette période décrivent fréquemment le sentiment de désespoir de regarder les formations de chasseurs américains apparaître à l'horizon et savoir intellectuellement que ces escortes ne pouvaient être évitées par aucune manœuvre tactique et ne pouvaient être distancées par aucun chasseur allemand en service opérationnel. Les pilotes allemands comprenaient qu'engager des Mustangs à haute altitude signifiait combattre à un désavantage sévère dans chaque catégorie de performance qui importait. Décliner d'engager signifiait permettre aux bombardiers américains de frapper des cibles sans opposition, accélérant l'effondrement militaire et industriel de l'Allemagne. Aucune option n'offrait de résultats acceptables d'une perspective militaire professionnelle. Pourtant, c'étaient les choix Stark auxquels les pilotes de chasse allemands faisaient face quotidiennement pendant l'année finale de la guerre. Alors que leur situation stratégique se détériorait au-delà de toute possibilité d'inversion, le Vanderzirkus Rosarius continua d'opérer jusqu'au début de 1945, conduisant des démonstrations avec divers avions capturés tant que du carburant d'aviation restait disponible en quantité suffisante et que les aérodromes opérationnels pouvaient être maintenus contre les avances terrestres alliées à la fois de l'Est et de l'Ouest. Alors que les forces alliées avançaient progressivement plus profondément en Allemagne depuis de multiples directions, la capacité de l'unité à voyager en sécurité vers les bases opérationnelles pour conduire des démonstrations diminua régulièrement.
Finalement, le programme cessa nécessairement ses opérations, alors que l'effondrement général de l'organisation militaire allemande dépassait même des unités spécialisées comme les groupes de test et d'évaluation qui avaient précédemment reçu la priorité pour des ressources rares. Le destin ultime de divers P-51, capturés et opérés par les forces allemandes, reste peu clair ou inconnu dans plusieurs cas en raison d'archives incomplètes et du chaos de l'effondrement final de l'Allemagne. Certains avions capturés furent certainement détruits au sol pendant les raids aériens alliés contre les aérodromes allemands qui s'intensifièrent dramatiquement pendant 1945. D'autres peuvent avoir été délibérément détruits par les forces allemandes en retraite pour empêcher leur recapture par les armées alliées avançant rapidement. Quelques-uns survécurent possiblement jusqu'à la fin de la guerre et furent subséquemment récupérés par les forces alliées avançant en Allemagne, bien que des archives détaillées de telles récupérations spécifiques restent limitées ou perdues. La connaissance acquise à partir des tests systématiques des Mustangs capturés fournissait aux pilotes allemands des renseignements tactiques précieux sur les capacités des avions, les paramètres d'engagement optimaux et les faiblesses exploitables. Mais cette connaissance ne pouvait finalement pas surmonter les désavantages fondamentaux et écrasants que la Luftwaffe affrontait d'ici 1944. Comprendre intellectuellement que le Mustang pouvait distancer, surpasser en montée et surpasser dramatiquement en rayon d'action les chasseurs allemands offrait un bénéfice pratique limité quand les pilotes allemands devaient encore engager ces avions supérieurs en défense du territoire allemand sous ordre direct. Le programme de test et de démonstration représentait une tentative sophistiquée et systématique de contrer les avantages alliés à travers l'innovation tactique et l'amélioration de la connaissance des pilotes. Mais les tactiques et la connaissance seules ne pouvaient compenser une performance d'avion inférieure, un désavantage numérique sévère, un entraînement inadéquat dû aux pénuries de carburant et des pénuries chroniques de pièces de rechange et de personnel de maintenance expérimenté. Le P-50 et un B-15NA du lieutenant Thomas Fraser, numéro de série 43-24825, eut une vie après la mort extraordinaire suite à son atterrissage forcé le jour J. D'un chasseur craché, gisant dans un champ français, il devint un instrument de révélation pour les pilotes allemands, démontrant concrètement les capacités techniques américaines et forçant la reconnaissance d'une supériorité aérienne alliée qu'aucune quantité de propagande ne pouvait surmonter. L'avion servit ce rôle éducatif important jusqu'à sa perte en décembre 1944, ayant voyagé extensivement à travers l'Allemagne et fourni une expérience pratique et une évaluation réaliste et sobre à des centaines de personnels de la Luftwaffe. L'histoire des Mustangs capturés en service allemand illustre l'approche sophistiquée et professionnelle que la Luftwaffe prit pour comprendre les capacités ennemies malgré la position stratégique qui se détériorait de l'Allemagne. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur des rapports de combat fragmentaires et des évaluations de renseignements de fiabilité incertaine, les forces allemandes investirent des ressources significatives et rares dans la récupération, la réparation et le vol systématique d'avions alliés capturés dans des conditions contrôlées. Cette approche systématique de collecte de renseignements tactiques représentait les meilleures pratiques pour les organisations militaires cherchant à comprendre précisément les capacités adverses. Et elle continua même alors que la situation stratégique de l'Allemagne devenait de plus en plus désespérée. Le programme du Wanderzirkus Rosarius démontra que même la collecte de renseignements sophistiqués, la compétence professionnelle et l'analyse systématique ne pouvaient surmonter les désavantages matériels et stratégiques fondamentaux de l'ampleur que l'Allemagne affrontait. Les pilotes allemands qui volèrent sur des Mustangs capturés acquirent une connaissance précieuse sur les caractéristiques des avions et les tactiques optimales. Mais cette connaissance difficile confirmait principalement ce que beaucoup soupçonnaient ou comprenaient déjà. Les avions alliés possédèrent des avantages de performance significatifs et décisifs que l'industrie et l'ingénierie allemandes ne pouvaient égaler pendant les années finales de la guerre, étant donné les contraintes de ressources et les circonstances stratégiques. L'expérience des pilotes d'essai allemands confrontant les capacités du Mustang et se confrontant à la réalisation technique américaine fait écho à l'expérience militaire allemande plus large pendant les étapes ultérieures de la Seconde Guerre mondiale à travers tous les théâtres et services.
Une confiance initiale dans la supériorité technologique allemande et l'innovation tactique cédait progressivement la place à la reconnaissance que les forces alliées possédaient des avantages décisifs dans de multiples domaines critiques. Vaste capacité industrielle, accès aux ressources stratégiques, énormes réserves de main-d'œuvre et capacités technologiques de plus en plus sophistiquées qui égalèrent ou dépassèrent les réalisations allemandes. Le Mustang représentait une manifestation particulièrement visible de ces avantages alliés. Les concepteurs américains avaient créé un avion qui excellait dans sa mission stratégique prévue d'escorte de bombardiers à longue portée. L'industrie américaine le produisait en nombres énormes, avec une qualité constante malgré la complexité de la conception. Les programmes d'entraînement américains préparaient les pilotes soigneusement à extraire la performance maximale de l'avion en combat. Les forces allemandes pouvaient étudier, analyser et apprécier ces avantages à travers des programmes comme le Wanderzirkus Rosarius sans être capables de les répliquer ou de les contrer efficacement, étant donné les contraintes stratégiques et matérielles qu'elles affrontaient. La sophistication technique du P-51 défia et finalement démolit les hypothèses allemandes sur les capacités techniques américaines qui avaient été soigneusement cultivées par la propagande. Les informations officielles avaient dépeint les Américains comme capables de produire un équipement simple et robuste en vaste quantité, mais fondamentalement incapables d'une conception sophistiquée requérant l'excellence technique. Le Mustang démontra de manière concluante que les ingénieurs américains pouvaient créer des conceptions hautement raffinées et efficaces qui égalèrent ou dépassèrent les capacités allemandes dans les domaines qui importaient stratégiquement. La conception de l'aile représentait une recherche aérodynamique avancée, mise en œuvre avec succès dans une production à grand volume. Le moteur Packard V1653 Merlin démontra la capacité américaine à fabriquer des moteurs complexes à haute performance en grande quantité avec une qualité constante. L'intégration des systèmes de l'avion reflétait une ingénierie sophistiquée qui équilibrait avec succès de multiples exigences concurrentes pour créer un système d'armes cohérent et efficace optimisé pour sa mission prévue. Les pilotes allemands qui volèrent extensivement sur le Mustang ne pouvaient honnêtement rejeter l'ingénierie américaine comme grossière ou non sophistiquée, basée sur la propagande. Ils expérimentèrent par eux-mêmes un avion qui se maniait magnifiquement à travers son enveloppe de vol, performait superbement dans le profil de mission qui importait stratégiquement et démontrait une conception réfléchie et compétente à travers chaque système. Cette expérience directe força la reconnaissance que les capacités techniques américaines excédaient significativement les préconceptions allemandes, avec des implications s'étendant bien au-delà de la conception d'avions vers des questions plus larges sur les capacités nationales relatives en production industrielle, éducation technique et sophistication technique. La campagne aérienne stratégique sur l'Allemagne réussit en grande partie spécifiquement à cause de la combinaison unique de capacités du P-50 et un Mustang que d'autres avions ne pouvaient égaler. L'escorte de bombardiers à longue portée profondément en Allemagne resta opérationnellement infaisable jusqu'à l'arrivée du Mustang en quantité substantielle au début de 1944 et le début des missions opérationnelles. Les chasseurs d'escorte alliés précédents comme le Republic P-47 Thunderbolt et le Lockheed P-38 Lightning, malgré leur capacité considérable dans d'autres domaines, possédaient un rayon d'action insuffisant pour accompagner les bombardiers lourds à travers des missions complètes vers des cibles profondément à l'intérieur de l'Allemagne et retour vers les bases en Angleterre. Cette limitation critique permettait aux chasseurs allemands de simplement attendre que les escortes atteignent leur limite de carburant et fassent demi-tour vers leur base avant d'attaquer les formations de bombardiers pendant les portions les plus dangereuses de leur mission. Le résultat était des pertes de bombardiers insoutenables qui forçaient la suspension des raids de pénétration profonde. Le Mustang transforma fondamentalement les opérations d'escorte de bombardiers en fournissant une couverture de chasse continue et efficace à travers des missions entières, indépendamment de la distance de la cible. Les chasseurs allemands ne pouvaient plus trouver de périodes étendues où les bombardiers volaient sans escorte protectrice.
Cette réalité opérationnelle força les pilotes allemands à engager les chasseurs américains directement plutôt que d'attaquer simplement les bombardiers, augmentant dramatiquement le risque que les pilotes allemands affrontaient à chaque mission d'interception. Combiné avec la supériorité numérique alliée croissante et la qualité déclinante des pilotes allemands due aux réductions du temps d'entraînement, les escortes Mustang rendaient les opérations de bombardement sur l'Allemagne opérationnellement soutenables pour les Alliés, tandis que les tentatives allemandes d'interception devenaient de plus en plus coûteuses, inefficaces et finalement futiles. La Luftwaffe conduisit une évaluation technique extensive des P-51 capturés à de multiples installations, avec des tests de performance particulièrement détaillés se produisant à Göttingen, où les ingénieurs allemands créèrent des rapports techniques complets documentant les capacités du Mustang en détail systématique. Ces évaluations mesuraient la vitesse à diverses altitudes, le taux de montée à travers la plage d'altitude, le plafond absolu, le rayon d'action sous diverses configurations et les caractéristiques de maniement à travers l'enveloppe de performance complète dans des conditions de test contrôlées. Les ingénieurs allemands créèrent des rapports techniques détaillés documentant toutes les découvertes, comparant directement la performance du P-51 avec les types de chasseurs allemands dans des conditions équivalentes, et analysant les caractéristiques de conception spécifiques qui contribuaient à la performance observée. Ces rapports techniques circulèrent dans les cercles de l'aviation allemande, informant les concepteurs d'avions sur les approches techniques alliées, fournissant aux planificateurs tactiques des données de performance précises pour la planification opérationnelle et donnant aux commandants opérationnels des évaluations réalistes des capacités alliées pour l'utilisation dans la prise de décision tactique. Les rapports confirmèrent ce que les pilotes de combat avaient chaud rapporté à partir d'engagements réels. Le Mustang possédait des avantages de performance significatifs et décisifs dans les catégories les plus critiques pour la mission stratégique d'escorte de bombardiers. L'analyse systématique soulignait le rayon d'action exceptionnel de l'avion qui permettait les missions d'escorte stratégique, la performance supérieure à haute altitude, permise par le moteur à compresseur à 2 étages, la vitesse maximale élevée qui fournissait une flexibilité tactique et les caractéristiques de maniement harmonieuses qui réduisaient la charge de travail du pilote et permettaient un maniement de combat efficace. Les ingénieurs allemands notèrent et documentèrent des caractéristiques de conception spécifiques qui contribuaient à ces capacités, incluant la conception d'ailes aérodynamiquement efficaces, l'installation du moteur puissant et sophistiqué avec compresseur, la grande capacité de carburant interne complétée par des réservoirs externes et l'intégration réfléchie des systèmes à travers l'avion. Les renseignements techniques rassemblés supportaient des conclusions que les conceptions de chasseurs allemands existantes nécessitaient des améliorations substantielles pour rester compétitives avec les types alliés actuels, encore moins les développements futurs qui incorporeraient certainement les leçons apprises des opérations actuelles. L'Allemagne initia plusieurs programmes de développement de chasseurs ambitieux pendant 1944, spécifiquement destinés à contrer la supériorité aérienne alliée à travers la technologie avancée, incluant le Focke-Wulf FW-190D avec moteur en ligne pour une performance améliorée à haute altitude, le Focke-Wulf TA-152 chasseurs spécialisés à haute altitude et divers designs révolutionnaires à moteur à réaction et fusée. Ces programmes reflétaient une reconnaissance claire parmi les concepteurs et leaders militaires allemands que les chasseurs allemands existants, comme le Bf-109G et le F-90A, ne pouvaient pas contrer efficacement les avions alliés avancés comme le P-51 Mustang, étant donné les écarts de performance dans des domaines critiques. Cependant, des pénuries de matériaux sévères, des retards de production causés par les bombardements alliés et des contraintes de ressources, et la situation de guerre globale qui se détériorait rapidement, empêchèrent ces conceptions avancées d'entrer en service opérationnel en nombre suffisant pour influencer les résultats stratégiques ou inverser la supériorité aérienne alliée. Le Messerschmitt Me-262 à moteur à réaction représentait la tentative la plus réussie de l'Allemagne de surpasser la performance des chasseurs à moteur à piston alliés à travers la technologie révolutionnaire de turboréacteurs.
Le Me-262 possédait des avantages substantiels de vitesse et de puissance de feu qui le rendaient extrêmement mortel contre les bombardiers alliés quand il était piloté par des pilotes qualifiés qui comprenaient comment exploiter ses capacités. Cependant, le type souffrait de problèmes de fiabilité de moteur chroniques qui limitaient la disponibilité opérationnelle, nécessitaient des pistes en béton étendu qui étaient vulnérables aux attaques alliées, consommaient de vastes quantités de carburant d'aviation de plus en plus rares et arrivaient trop tard en nombre beaucoup trop petit pour altérer les résultats stratégiques ou menacer sérieusement la suprématie aérienne alliée. Même les avantages technologiques impressionnants du Me-262 s'avérèrent stratégiquement insuffisants pour surmonter la supériorité numérique écrasante des Alliés et l'infrastructure de la Luftwaffe qui s'effondrait, les approvisionnements en carburant et les programmes d'entraînement des pilotes. L'année finale de la Seconde Guerre mondiale en Europe vit la dissolution systématique de la Luftwaffe en tant que force combattante efficace, capable d'une résistance significative. Des pertes de pilotes catastrophiques, des pénuries de carburant sévères et aggravantes, des difficultés de production causées par les bombardements alliés et une supériorité numérique écrasante des Alliés combinèrent pour rendre la défense aérienne allemande de plus en plus inefficace, indépendamment de la compétence ou du courage individuel des pilotes. Le programme de test d'avions capturés continua d'opérer aussi longtemps que pratiquement possible, tentant de fournir des renseignements tactiques qui pourraient améliorer la survie des pilotes allemands, même alors que les résultats stratégiques devenaient inévitables et que la défaite finale approchait. Les pilotes allemands qui avaient volé extensivement sur des Mustangs capturés et comprenaient les capacités des avions alliés firent face à la fin de la guerre avec des émotions complexes et mitigées. Des pilotes professionnels appréciaient les réalisations techniques représentées par des avions comme le P-51, même tout en regrettant leur service du côté perdant de la guerre, la plus destructive de l'histoire. Beaucoup n'avaient aucune illusion sur la défaite de l'Allemagne étant autre que totale et inconditionnelle. Ayant été témoins par eux-mêmes des avantages matériels écrasants que les forces alliées possédaient dans chaque dimension de la puissance militaire. Le programme de test de Mustang capturé représente un chapitre fascinant et instructif dans l'histoire de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, illustrant comment les organisations militaires professionnelles tentent de comprendre et de contrer les avantages adverses à travers la collecte de renseignements systématiques, même dans des circonstances désespérées. Le programme fournissait une connaissance tactiquement précieuse aux pilotes allemands à travers l'expérience directe avec les avions capturés. Mais cette connaissance ne pouvait finalement pas surmonter les déséquilibres fondamentaux en capacité industrielle, disponibilité des ressources, capacité technologique et personnel entraîné qui caractérisèrent la guerre aérienne pendant 1944 et 1945. Les forces allemandes combattirent avec un courage remarquable, une compétence tactique impressionnante et une compétence professionnelle, mais affrontèrent des adversaires avec des ressources supérieures, un meilleur équipement, un entraînement plus complet et une position stratégique avantageuse qui s'avérèrent décisifs. L'admission par les pilotes d'essai allemands qu'ils n'avaient jamais rencontré de caractéristiques de maniement comme celles démontrées par le Mustang représentait une reconnaissance professionnelle de la réalisation technique américaine et une reconnaissance réaliste des écarts de performance significatifs que les pilotes allemands affrontaient dans les opérations de combat. Cette reconnaissance forcée par l'expérience directe plutôt que par la propagande ou des rapports de renseignement de seconde main illustra comment confronter des réalités inconfortables requiert parfois une expérience personnelle directe qui ne peut être rejetée ou expliquée par la pensée magique ou des hypothèses idéologiques. L'héritage du Wanderzirkus Rosarius et des programmes similaires s'étend au-delà de leur impact tactique immédiat pour démontrer la valeur de la collecte de renseignements systématiques, de la compétence professionnelle dans l'évaluation technique et de l'évaluation honnête des capacités ennemies, même dans les circonstances stratégiques les plus difficiles.